Alors que le tribunal pénal international pour le Rwanda ferme bientôt ses portes, des acquittés sont laissés dans une situation incertaine, incapables de retourner chez eux. Au Kenya, le vote d'une loi controversée visant à renforcer la législation en matière de sécurité a tourné au pugilat au Parlement alors qu'une demande de l'opposition de reporter le vote a été refusée. La valorisation de la côte béninoise semble avoir amorcé un virage certain avec un investissement privé exceptionnel qui trône désormais sur une partie du littoral, découverte dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur SICA. Après 20 ans de travail, le tribunal pénal international pour le Rwanda se prépare à fermer ses portes. Pendant ce temps, des acquittés sont laissés dans une situation incertaine, incapables de retourner chez eux. La plupart sont en errance à Arusha en attendant de pouvoir rallier un pays d'accueil. Reportage. Je me souviens de ces bons moments passés avec ma famille avant d'être arrêté. Bien sûr, c'était aussi une période difficile, vu que nous avions fui le pays. Mais nous étions ensemble. Et ça, c'était très, très important. C'était en 1999, 5 ans après le génocide au Rwanda, où plus de 800 000 personnes ont été tuées en 100 jours. Prosper Mugiraneza était arrêté au Cameroun où il avait fui par le tribunal pénal pour le Rwanda. Les accusations allaient de complot en vue de commettre un génocide à incitation directe et publique à commettre un génocide. Après 14 ans d'un procès à rallonge et après une première condamnation, Prosper est finalement acquitté en appel en 2013. Aujourd'hui, c'est un homme libre, mais il reste de fait prisonnier à Arusha au nord de la Tanzanie où se situe le tribunal. Il ne peut pas retourner au Rwanda ou rejoindre sa famille en France. Je me suis beaucoup battu pendant de longues années pour retrouver ma famille. Et c'est un drame pour moi de voir qu'au final, après avoir été acquitté, je ne peux même pas rejoindre ma famille. Je ne peux même pas voir mes enfants. Je ne peux même pas voir ma femme. Prosper est l'un des 11 hommes qui vivent dans cette maison et dans l'incertitude. 8 d'entre eux ont été acquittés, les 3 autres ont déjà purgé leur peine. Casimir Bizimungu a lui aussi été acquitté. La course l'aide à passer le temps. Mais si les hommes sont autorisés à sortir de la maison, ils n'ont pas le statut de résident permanent ni de permis de travail. Pour Casimir, retourner au Rwanda n'est pas envisageable. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas revenir au Rwanda aujourd'hui. J'aime mon pays, j'aimerais y retourner, mais ma sécurité serait menacée si je revenais au Rwanda. Leurs demandes d'entrée au Canada ou en Europe ont été refusées jusqu'à présent. Ces hommes sont vus comme une menace pour l'ordre public pour des pays comme la France qui ont rejeté toutes leurs demandes de visa. Dans un système d'État, lorsque vous êtes jugé et considéré comme non coupable, vous réintégrez la société. La société vous donne des droits et des privilèges. Le système de la justice internationale, qui est censé être meilleur, n'arrive pas en réalité à prendre en compte ces victimes et continue à violer leurs droits, puisque ces personnes ne peuvent pas vivre librement. Elles ne peuvent pas vivre avec leur famille, ne peuvent pas travailler, elles ne peuvent rien faire. Certains acquittés ont pu malgré tout se réinsérer, aidés par le tribunal. Celui-ci n'a plus beaucoup de temps pour trouver une hypothétique solution pour ceux qui restent. Il achèvera l'essentiel de ses travaux à la fin de l'année 2014, 20 ans après sa création. Une information en bref à présent, le vote d'une loi controversée visant à renforcer la législation en matière de sécurité au Kenya afin d'améliorer la lutte antiterroriste a tourné hier jeudi au pugilat au sein du Parlement et a dû être suspendu alors que le président de la Chambre venait de refuser toutes ces demandes de reporter le scrutin entamé dans une ambiance électrique. L'opposition a entrepris de bloquer le processus. Le vote a démarré dans un vacarme venu des bancs de l'opposition, rendant à peine audible la lecture des dispositions avec des députés chantant à pleine poitrine. Un député de l'opposition s'est ensuite rendu vers les bancs de la majorité pour arracher le texte des mains d'un de ses collègues et le déchirer, provoquant jet de papier et une échauffourée au centre du Parlement.
Après avoir vainement tenté de ramener le calme, le président de l'Assemblée a suspendu la séance. Mais les députés ont fini par adopter la loi après la reprise de la séance un peu plus tard dans l'après-midi d'hier. L'opposition et les défenseurs des droits de l'homme reprochent à cette loi de porter atteinte aux libertés fondamentales. L'armée camerounaise a affirmé avoir tué 116 islamistes nigérians lors d'une attaque menée par cette secte islamiste contre une de ses bases militaires dans l'extrême nord du Cameroun. Les images. L'armée camerounaise continue sa traque contre le groupe islamiste Boko Haram. Elle a affirmé ce jeudi avoir tué 116 éléments du groupe terroriste nigérien qui sème la terreur dans le nord du Nigeria depuis plusieurs années. Selon le ministère de la Défense, les soldats camerounais positionnés à Amchidé, à la frontière avec le Nigeria, ont riposté à une attaque de Boko Haram en tuant 116 islamistes. Le ministère a également fait état de morts du côté camerounais. À ce jour, Boko Haram a fait plus de 10 000 morts depuis 2009. Le groupe terroriste commet régulièrement des attaques et massacres dans le nord du Nigeria, poussant les populations à se déplacer dans les pays voisins comme le Cameroun. Au Nigeria, les autorités peinent à faire face au groupe terroriste malgré les nombreuses offensives de l'armée à son encontre. Le but de Boko Haram est de s'emparer du nord et déstabiliser le pouvoir central en place. Un millier d'ex-combattants du M23 ont fui mardi les cantonnements ougandais où ils étaient installés depuis novembre 2013. L'armée ougandaise a affirmé qu'ils se trouvent dans un camp de réfugiés géré par le HCR, une situation inquiétante. Ils se sont évaporés mardi dans la nature après s'être opposés à une opération de rapatriement vers la RDC. Une opération lancée par l'armée ougandaise dans le camp de Bianga où quelques 1300 d'entre eux étaient cantonnés. Le camp de Rwanda héberge quelques 50 000 réfugiés de la RDC ayant fui depuis 2012 les combats entre le M23 et l'armée congolaise dans l'est de leur pays. Prions pour que le gouvernement ougandais puisse nous reloger ailleurs parce que nous pensons qu'il va y avoir des affrontements après avoir vu les rebelles du M23 venir ici. Nous nous demandons si nous devrions rentrer au Congo ou si nous devrions fuir ailleurs. Si j'avais un autre endroit où m'enfuir, je quitterais ce camp tout de suite. Pendant ce temps, le président du M23, Bertrand Bisimwa, a dénoncé une tentative de rapatriement forcé. Il estime que ce rapatriement violait le droit international et l'accord signé le 12 décembre 2013 à Nairobi avec le gouvernement de RDC pour mettre un terme au conflit. Ce texte prévoit, selon lui, que soient discutées les modalités de retour des anciens combattants du M23 réfugiés dans les pays voisins. Pour moi, avant de retourner au Congo, j'ai besoin que toutes les parties concernées s'associent et examinent chaque détail de ce qui a été signé durant l'accord de Nairobi. Je ne peux pas aller au Congo parce que ce serait comme un suicide. Ma sécurité ne serait pas assurée. C'est pour ça que je suis venu ici, pour me rendre à la communauté internationale. Le ministre ougandais chargé des réfugiés a de son côté indiqué que des pourparlers avec les anciens combattants étaient en cours. Mardi soir, 120 ex-miliciens du M23 ont néanmoins embarqué à destination de la RDC. La perspective de l'amélioration des relations entre les États-Unis et le Cuba provoque la colère des exilés cubains et des vétérans de la baie de Cochon, mais elle est accueillie positivement par les jeunes Cubains de Miami aux États-Unis. Reportage. Little Havana à Miami. C'est ici que des milliers de Cubains ont trouvé refuge après la prise de pouvoir par Fidel Castro. Cette communauté vit encore dans le souvenir, notamment du fiasco de la baie des Cochons. Ramon faisait partie des troupes cubaines qui, avec l'aide de la CIA, ont tenté en 61 de reprendre le contrôle de l'île. Dans ce musée, il raconte son combat et la vie à Cuba avant la dictature. Je suis né à Cuba, j'ai grandi à La Havane et tout le temps où j'y ai vécu, j'avais une vie normale avec un travail et tout ça. Il n'y avait rien de mieux au monde et je n'avais jamais quitté Cuba avant l'arrivée du régime communiste. Après la défaite contre les soldats de Castro, Ramon a passé 25 ans en prison. Aujourd'hui, l'amertume reste de mise chez de nombreux exilés.
Miguel se pose en militant pour les droits de l'homme à Cuba. Il refuse tout rapprochement entre Washington et la Havane. Je suis contre les communistes comme Obama. L'ouverture donne une chance au régime en lui donnant un soutien économique. Ça renforce le régime dans son oppression contre le peuple cubain. Mais si les exilés de longue date refusent toute ouverture, le ton est différent chez ceux arrivés plus récemment. Yvette tient un blog d'information sur Cuba. Son public, la jeunesse cubaine, qu'elle soit sur l'île ou installée à Miami. La confrontation n'a rien apporté. Je pense que c'est une approche positive d'autoriser les Cubains à voyager, à venir aux États-Unis. S'il y a plus de contacts, les gens à Cuba peuvent voir ce que c'est une démocratie. J'espère qu'un jour, cela leur donnera l'idée de construire un système similaire. Avec une levée de certaines restrictions, des Cubains peuvent désormais se rendre librement à l'étranger et revenir ensuite à Cuba. Mais pour Ramon, tant que le régime reste en place, un retour au pays serait une trahison. Si je devais rentrer à Cuba, ce serait seulement avec une arme à la main, comme lors de la baie des cochons. Le combat est la seule manière d'éliminer le système. Les vétérans de la baie des cochons sont aujourd'hui de moins en moins nombreux. Ils sont, avec les frères Castro, les derniers représentants de l'un des épisodes les plus marquants de la guerre froide. La valorisation de la côte béninoise appelée de tout vœu par les autorités du pays semble avoir amorcé un virage certain avec un investissement privé exceptionnel qui trône désormais sur une partie du littoral. L'infrastructure a pour nom Drum Beach. Plus de précisions à travers ce reportage de Joël Yetondi. Drum Beach, littéralement traduit la plage de rêve, c'est le nouveau joyau, l'imposant bijou le long de la côte béninoise, encore vierge sur une longue distance, offrant du coup le cadre idéal de détente aux touristes et à toute personne voulant, ne serait-ce un instant, s'évader, loin des tohu-bohu des grandes villes et proche des effluves haletantes de la mer. Au cours de mes différents voyages dans plusieurs pays, pendant les vacances, aller décompresser un peu, il y a pas mal de plages comme Nikki Beach qu'on en trouve à Miami, au Maroc, Malaga en Espagne. Je me suis dit, mais tiens, on a une belle plage aussi à Cotonou, au Bénin, chez moi, qui n'est pas exploitée. Pourquoi ne pas prendre ce risque et le faire et donner ça, offrir ça aux Béninois, aux Africains. Comme ça, l'idée est partie. Et pour concrétiser ce rêve, une fortune a dû passer par ici. Non, sans difficulté. Au début, tout le monde était réticent. Ils se disent non, elle est en train de rêver ou quoi. Non, on ne va pas prendre ce risque. Mais après, elles ont vu et tous, ils m'ont dit on va t'accompagner pour l'extension parce qu'il te faut l'hôtel, il te faut des logements, on va t'accompagner. Puis c'est la Société Générale qui m'a dit ok, on vous accompagne et ça va aller à plusieurs milliards. Le nouveau-né a entièrement pris corps. La carte touristique béninoise s'en trouve enrichie. Une frange non moins importante de la jeunesse, en proie à l'épineux problème du chômage, trouve aussi son compte. En somme, toute une fierté pour la promotrice. Tout de Dream Beach, ici on a la plupart des ministères, on a Air France, on a tout, on a l'aéroport, donc entre midi et 2 ou bien après boulot, les gens peuvent venir rapidement, manger rapidement quelque chose et repartir. On a le lounge bar qui ouvre de 18h à minuit, et jeudi on a une soirée cigare pour les amateurs. Et de l'autre côté, on a le restaurant gastronomique africain ou européen. Et puis on a la terrasse pour les créas, donc il y a pour tout le monde. Pour l'État béninois, c'est une réalisation qui tombe à pic, à un moment où le gouvernement entreprend un autre projet d'envergure de valorisation d'une importante portion de la côte béninoise sous le vocable « la route des pêches ». Lorsqu'on regarde la nature des investissements par rapport à ce qui existait, on peut dire, sans risque de se tromper, que l'initiative de la promotrice s'inscrit dans ce cadre de partenariat public-privé, évidemment au sens lacto sensu du terme, et qui permet aujourd'hui de pouvoir dire que les Béninois sont capables de beaucoup de choses. Investir aux abords des plages, l'aventure n'est pas aisée. Très peu s'y adonnent. L'État n'entend donc pas lésiner sur les moyens pour encourager ceux qui, à l'instar de Wabi Shakirat, veulent bien se jeter à l'eau. Le gouvernement est en train de travailler à la prise d'un décret
qui puisse fixer les privilèges dont bénéficieront, bien entendu, ceux qui vont procéder à des investissements dans la zone. Et donc, par extension, la promotrice peut évidemment bénéficier de ces avantages-là. Déjà, l'implication de l'autorité pour la sécurisation des lieux ne souffre d'aucun doute. L'État, ayant pris la mesure de la chose, a prévu de mettre en place des commissariats tout autour de ce périmètre-là. À la tombée de la nuit, Drum Beach se métamorphose et devient un cadre féerique ouvert à tous. Jeunes, moins jeunes, adultes, un lieu paradisiaque où chacun trouve sa place et peut donc se défouler à loisir. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur SICA.